Je vous remercie. D'ailleurs, d'abord, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter de nouveaux travaux de l'OCDE statistiques qui cherchent à mesurer ce phénomène donc, de fragmentation de la production internationale, comme l'a dit Monsieur Le Boucher, puisque tant qu'on ne mesure pas très bien les choses, c'est difficile de les appréhender, c'est difficile aussi de comprendre quelles en sont les conséquences. Donc le titre, je vais vous montrer quelques graphiques pour un peu débuter notre débat. Et la présentation s'appelle donc un nouvel éclairage sur le commerce international. Donc commençons par regarder 3 exemples dont vous avez tous entendu parler. Un Boeing, une poupée Barbie, un iPhone. Aujourd'hui, lorsqu'un iPhone ou une poupée Barbie sort d'une usine en Chine pour être exporté vers les États-Unis, ou qu'un Boeing part des États-Unis pour être exporté à l'étranger, eh bien, pour être livré à Singapour ou ailleurs, une partie seulement de ces produits a été réellement fabriquée en Chine, en France, aux États-Unis. On voit que ce Boeing-là, par exemple, assemblé en bout de chaîne aux États-Unis, qui sera exporté de ce pays. Les toilettes viennent du Japon, les porte-passagers viennent de France, les stabilisateurs horizontaux viennent d'Italie, etc. De fait, la conception, la fabrication, l'assemblage ou la commercialisation, ensuite, font partie de chaînes internationales de valeur, ce qui fait que les produits ne sont plus, comme dans le passé, made in France, made in China, mais en fait, ils sont made in the world. Et là, je vous ai montré qu'un petit bout de la chaîne de valeur. En fait, la chaîne de valeur, elle se propage à travers le monde, c'est-à-dire c'est pas que d'Italie vers les États-Unis et ensuite exporté des États-Unis, mais ce qui vient d'Italie vient lui-même, intègre des produits qui viennent peut-être de France ou de Singapour ou de Chine, etc. Et peut-être même des États-Unis pour être ensuite répartis aux États-Unis. Donc vous voyez que le made in the world rend le commerce international très compliqué. Ça, c'est un schéma qui essaie de montrer que pourquoi les mesures traditionnelles du commerce extérieur appréhendent mal ces flux bilatéraux générés par la participation aux chaînes mondiales. Alors, c'est pourquoi l'OCDE et l'OMC se sont intéressés à produire de nouvelles statistiques. Je vais prendre juste 2 minutes, Monsieur le Boucher, si vous me permettez, parce que je crois que c'est très important de comprendre pourquoi le commerce extérieur, quand on parle de la balance commerciale de la France, quand on parle des exportations de la France, on n'appréhende pas bien les phénomènes. Alors, regardez cet exemple. On a 3 pays, A, B, C. Donc, le pays A exporte pour 100 $ ou 100 € de biens produits entièrement sur son territoire. Donc, c'est de la valeur ajoutée de son territoire qu'il exporte vers le pays B. Donc, 100 en valeur ajoutée, 100 en exportation. Ensuite, le pays B, lui, transforme ces produits qui viennent de A, rajoute 10 de valeur ajoutée et l'exporte vers C. Donc, il exporte en fait 110, dont 10 sont véritablement des choses qu'il a rajoutées en termes de valeur ajoutée, les 100 premiers venant du pays A. Quand vous regardez les flux en normaux, vous voyez que le pays A n'exporte rien vers le pays C, parce que tout a transité vers le pays B. Donc la balance commerciale, les exportations ne montreront pas d'exportation de A vers C. En revanche, si vous regardez les flux en valeur ajoutée, vous verrez que 100 du pays A sont passés par B, plus 10 ont été rajoutés vers C, mais du pays A au pays C, il y a eu 100 en termes d'échange en valeur ajoutée, d'exportation en valeur ajoutée. Donc cela vous montre que les flux bilatéraux entre A et C en valeur ajoutée seront de 100, entre A et C en termes de ce que vous mesurez tous les jours normalement et que mesurent les statistiques traditionnelles, vous avez 0. Donc une forte différence. Et en fait, ça ne montre que 3 pays. Évidemment, on pourrait continuer la chaîne comme ça continuellement. Alors l'OCDE donc, et l'OMC ont calculé ces points verts là, ces flèches vertes, et ces nouvelles données permettent donc de mesurer la part de la valeur ajoutée étrangère qui est contenue dans les exportations de chaque pays. Cela donne une indication de l'intégration du pays dans les chaînes de valeur mondiales. Alors, c'est un graphique un peu compliqué, mais je veux juste vous montrer que pour certains pays, en particulier ces pays à gauche, qui sont très intégrés dans les chaînes de valeur parce qu'ils assemblent beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs avant de les réexporter, ce que j'appelle la Factory Asia ou la Factory Europe. Donc, on a le Vietnam, le Taïwan, Malaisie, Philippines, etc. Les importations de produits intermédiaires, donc de valeur ajoutée étrangère, entrant dans leur réexportation, sont de plus de 40% ou près de 40%. En revanche, vous avez un autre groupe de pays, ceux qui sont soit des pays producteurs de matières premières, pour lesquels évidemment on comprend bien qu'il n'y a pas d'intrants étrangers, ou peu, et qui sont à droite, ou des grands marchés qui, eux,
produisent de manière verticale, intégrée, produisent pour leur propre marché et donc n'importent pas beaucoup d'intrants étrangers à droite. Et puis vous avez au milieu un groupe de pays comme les Européens et la France en particulier, où on a une situation intermédiaire où environ 25% des exportations françaises contiennent des intrants de la valeur ajoutée étrangère. C'est le cas aussi en Allemagne en particulier. Donc, si on regarde par industrie, parce que c'est aussi intéressant de le regarder par industrie, par exemple, en France, on s'aperçoit que l'industrie ou le secteur, et ça, peut-être M. Blandin tout à l'heure nous en dira un mot, où les intrants étrangers, la valeur ajoutée étrangère est la plus importante, c'est dans le secteur de l'automobile et des secteurs des matériels de transport. Vous voyez qu'en Chine, en revanche, c'est le petit trait à gauche de la France qui montre ce qu'est la Chine, c'est surtout dans les produits électroniques. On le sait, la Chine, l'iPhone, la Chine importe beaucoup d'intrants étrangers pour ensuite réexporter à l'international ces produits-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à notre vision traditionnelle du commerce extérieur, ça change la représentation que l'on a de nos pays partenaires. On pense que la France est surtout, pour pays principal, l'Allemagne. On exporte beaucoup vers l'Allemagne, on importe beaucoup vers l'Allemagne. En fait, quand on regarde en valeur ajoutée, on s'aperçoit que celui qui tire les exportations, le pays qui tire les exportations françaises, c'est autant les États-Unis que l'Allemagne. Pourquoi? Parce que des produits français qui vont en Allemagne sont ensuite réexportés peut-être vers la Chine, qui ensuite réexporte vers les États-Unis. Donc on s'intéresse au consommateur final, à la demande finale, et on voit que le pays partenaire de la France, c'est autant les États-Unis que l'Allemagne. Le poids de l'Allemagne baisse donc dans cette configuration. De la même façon, quand on regarde les balances commerciales, on dit toujours on peut avoir un fort déficit avec la Chine. En fait, ce déficit, si vous le regardez surtout entre la Chine et les États-Unis, c'est le déficit dont on parle toujours, ou l'excédent chinois par rapport aux États-Unis, il est réduit de moitié parce que beaucoup des produits sont en fait transitent simplement et ne sont pas à destination finale. Donc vous voyez, les perspectives sont assez différentes selon que l'on s'intéresse aux valeurs ajoutées, au commerce en valeur ajoutée, qu'au commerce brut, comme on le mesure habituellement. Laissez-moi finir par deux graphiques. Le premier, celui-ci, c'est pour vous montrer la part des services dans les exportations, et soit lorsque c'est mesuré en valeur ajoutée et lorsque c'est mesuré en termes bruts, comme c'est le cas habituellement. Ici, j'ai montré la France en rouge, mais vous regardez à droite, vous avez les États-Unis ou le Royaume-Uni. On sait que les services représentent environ 2/3 du PIB. Nos économies, maintenant, c'est 2/3 du PIB. C'est 2/3 des services. Mais en fait, beaucoup de ces services sont marchands et sont échangés. On ne le voit pas dans le PIB, on ne le voit pas dans les exportations et dans le commerce extérieur, puisqu'on a des chiffres qui sont beaucoup plus bas. Quand on le regarde en valeur ajoutée, on a le poids réel des services qui sont inclus dans les exportations de biens et des différents pays. Mesuré en valeur ajoutée, le secteur des services contribue pour plus de 50% aux exportations totales des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France. Ces services sont produits dans le pays, mais aussi sont eux-mêmes importés. Donc il y a une partie de ces services qui est importée. Donc quels sont les principaux enseignements que l'on tire de cette base de données? D'abord, une nouvelle représentation des échanges internationaux. Ça permet de mesurer le degré d'intégration dans les chaînes mondiales de valeur de chacun des pays, surtout dans quel secteur. Quels sont nos avantages comparatifs donc? Savoir où l'on se situe dans la chaîne de valeur internationale, où la France, les autres pays ont des avantages comparatifs, où se situe la demande finale. Est-ce que c'est en Allemagne pour la France ou est-ce que c'est aux États-Unis ou en Chine? On peut faire de nouvelles analyses des balances commerciales bilatérales. Surtout, ça donne une nouvelle idée de la compétitivité des pays. On a parlé dans la précédente table ronde beaucoup de la compétitivité de la France. On voit que la compétitivité des exportations passe par les importations. C'est parce qu'on est capable de s'intégrer dans les chaînes de valeur, de pouvoir importer les intrants dont on a besoin pour produire ce dont on a besoin de produire, que l'on pourra être compétitif en termes d'exportation. Et puis, ça donne une meilleure appréhension du rôle des services, puisqu'environ 1/3 des exportations des services de biens manufacturés sont en fait des exportations de biens manufacturés sont en fait non pas des biens manufacturés, mais des services de la R&D, du marketing, etc., qui sont intégrés dans les produits manufacturés, qui sont d'habitude comptabilisés comme des produits manufacturés et qui en fait sont des services. Finalement, et là j'ouvre le débat pour nos autres interlocuteurs, d'une certaine façon, on peut aller au-delà de ça. Quand on regarde la mondialisation, il faut aussi
c'est ce que la base de données de l'OCDE et de l'OMC permettra de faire, non seulement aux échanges de biens et services, mais aussi des revenus d'investissement. On a parlé tout à l'heure des entreprises étrangères qui investissent dans les différents pays. Il faut savoir que font-elles après des revenus de ces investissements? Est-ce qu'elles les réinvestissent dans le pays ou est-ce qu'elles les réexportent chez elles à travers leurs filiales? Monsieur... excusez-moi, j'ai oublié votre nom, de Sanofi nous expliquera ça, je suppose. Quels emplois et compétences pour monter dans la chaîne de valeur? Quelle formation? Quels emplois? Ça rejoint encore les débats de tout à l'heure. Pour s'intégrer dans les chaînes de valeur. Comment la diffusion des savoirs et des technologies s'effectue au niveau mondial. Et enfin, évidemment, qu'est-ce que cela implique pour les politiques commerciales et pour les réglementations internationales, de façon à s'assurer que tous les pays, y compris les pays les moins développés, peuvent participer à ce phénomène mondial des chaînes mondiales de valeur.